Bonjour toutes et tous, nous allons parler du paludisme. Un tiers de la population mondiale est à risque de paludisme. C'est surtout l'Afrique qui est le continent le plus touché et les chiffres 2018 publiés par l'OMS en 2019 montrent que 228 millions de cas ont été enregistrés dans 91 pays avec un total de 405 000 décès, mais 93% de ces cas étaient survenus en Afrique subsaharienne. Dans nos pays, le nombre de cas de paludisme d'importation n'a cessé d'augmenter et comme vous le voyez sur cette diapositive historique, entre 1971 et les années 80, le nombre de cas d'importation avait été multiplié par 6. Cette tendance a continué à se confirmer ces dernières années. Un autre problème auquel on a été confronté était l'afflux important d'immigrés qui ont ainsi été malades en Europe, atteints de paludisme, parfois avec des formes un peu inhabituelles telles du Plasmodium vivax ou du Plasmodium ovale. Depuis quelques années, on assiste à la description de cas de paludisme autochtone, comme ici en Grèce où en 2012, plusieurs cas avaient été rapportés de paludisme à Plasmodium vivax chez des personnes qui n'avaient absolument pas voyagé. Depuis quelques années, plusieurs pays ont signalé des cas de paludisme acquis localement, dont des cas malheureux de transmission nosocomiale avec parfois décès sur un retard diagnostique. Des cas anecdotiques de paludisme ont été signalés à partir de parasites des primates et il s'agit ici d'un cas exceptionnel de zoonose importé au Danemark en 2018 dans les suites d'un voyage en Thaïlande. Voici les chiffres récents de l'ECDC et pour l'année 2018, 8 349 cas de paludisme ont été rapportés dans les pays européens et parmi ceux-ci, 99,8% étaient des cas d'importation en rapport avec un voyage en zone endémique. De nouveau, 14 cas ont été confirmés acquis en Europe, 10 en Grèce, 2 en Espagne, 1 en France et 1 en Italie. On estime que 10 à 12 000 cas de paludisme d'importation en Europe sont signalés à l'OMS annuellement. Il s'agit de chiffres très certainement sous-estimés. Et depuis les années 70, on assiste à une augmentation du nombre de cas d'importation, ceci étant multiplié par 10. Ces cas sont surtout vus en France, en Angleterre, Allemagne et Italie. En France, en 2000, 8000 cas avaient été rapportés et dans la majorité des cas, il s'agit de Plasmodium falciparum. Entre 1990 et 2003, on a assisté à une augmentation du nombre des décès et c'est ainsi qu'en 2010, l'Institut Robert Koch en Allemagne signalait 617 cas de paludisme d'importation avec 2 décès. Une étude rétrospective française sur 400 cas sévères de paludisme d'importation chez les adultes rapportait une mortalité de 10,5% sur des cas signalés entre 2000 et 2006. Le paludisme est une pathologie parasitaire liée à différents parasites. Il y a le Plasmodium vivax avec différents sous-types. Il faut savoir que la fièvre des polders existant dans nos régions était une forme de paludisme à Plasmodium vivax avec un parasite adapté à la saisonnalité d'activité des moustiques. Parasite tueur est le Plasmodium falciparum et il existe également le Plasmodium malarié et ovale que l'on peut distinguer par leur morphologie au niveau du frottis sanguin ou de la goutte épaisse. Plasmodium falciparum est le parasite dangereux qui est présent en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud tropicale et en Asie du Sud-Est. La résistance à la chloroquine est quasi généralisée et le vecteur est devenu par ailleurs résistant à certains insecticides. Dans certaines régions d'Asie du Sud-Est sont apparues des résistances à la méfloquine, d'abord signalée dans le triangle d'or. La quinine, quant à elle, n'est plus
pleinement efficace en Thaïlande et en Afrique de l'Est. Plus récemment ont été décrits des résistances aux dérivés de l'artémisinine dans certaines régions d'Asie. La résistance à la chloroquine est apparue en Asie du Sud-Est en 1957. Ceci est lié à la mauvaise utilisation en monothérapie de ce traitement antipaludéen. La résistance s'est rapidement disséminée en Asie du Sud-Est jusqu'à l'Extrême-Orient pour envahir le continent africain. Simultanément, cette résistance est également apparue en Amérique du Sud où elle s'est également répandue. Sur cette carte, vous voyez en mauve des zones dans lesquelles le Plasmodium falciparum est encore sensible à la chloroquine. Les zones en bleu représentent les régions où le Plasmodium falciparum est résistant à la chloroquine et en rouge l'extension des zones de résistance à la chloroquine et à la méfloquine. L'apparition de résistance à l'artémisinine pose un réel problème en Asie du Sud-Est. Comme vous pouvez le voir dans certains pays comme le Cambodge, on a décrit des parasites résistants à 4 combinaisons de dérivés de l'artémisinine. Le Plasmodium vivax est le parasite avec l'aire de distribution géographique la plus répandue. Il est cependant absent d'Afrique de l'Ouest. Une résistance à la chloroquine est présente en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Amazonie et en Inde, et la prise d'une chimioprophylaxie ne prévient pas l'apparition des hypnozoïtes. Le Plasmodium ovale est surtout présent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Extrême-Orient. Il induit également l'apparition d'hypnozoïtes qui ne sont pas prévenus par la chimioprophylaxie. Enfin, le Plasmodium malariae, lui, est beaucoup plus rare mais ubiquitaire. Voici la carte de répartition du Plasmodium vivax. Les zones grisées sont les zones d'où il a pu être éradiqué. Et comme vous pouvez le constater, il est absent de l'Afrique de l'Ouest et d'une partie de l'Afrique centrale pour des raisons de coévolution avec l'homme. Ceci sera expliqué un peu plus tard. Voici l'illustration du cycle du parasite. Le parasite se retrouve au niveau des glandes salivaires de l'anophèle femelle et à l'occasion d'un repas, les sporozoïtes vont être injectés dans la circulation sanguine. Ils vont y rester de manière très brève pour envahir le foie et y subir la maturation. C'est ainsi qu'après multiplication dans les hépatocytes, des mérozoïtes vont être libérés qui retourneront dans la circulation sanguine, pourront envahir des globules rouges et se transformer en trophozoïtes. Ceux-ci vont subir une multiplication intraglobulaire avec formation de schizontes qui, arrivés à maturation, vont éclater et liser le globule rouge et libérer des mérozoïtes qui, à leur tour, pourront envahir de nouveaux globules rouges. Après plusieurs cycles de multiplication asexuée, apparaîtront les gamétocytes qui sont les formes sexuées du parasite. Ceux-ci seront repris à l'occasion d'un repas sanguin par le moustique et vont poursuivre le cycle chez le moustique, permettant ainsi la présence dans les glandes salivaires de formes infestantes. Chez Plasmodium vivax et ovale vont pouvoir apparaître dans le foie des hypnozoïtes qui sont des formes dormantes qui pourront ainsi être responsables de crises de paludisme à distance de l'infestation liée à la piqûre de moustique. Le mode de contamination du paludisme est essentiellement vectoriel, qu'il s'agisse d'un paludisme autochtone dans des pays endémiques, d'un paludisme d'importation lorsque une personne est partie en voyage et déclenche sa crise dans son pays d'origine, ou bien il y a également des cas de paludisme des aéroports où des personnes vivant à proximité ont été contaminées par des moustiques qui ont profité des avions pour voyager. Le paludisme pouvait être transfusionnel et maintenant c'est la raison pour laquelle une personne qui a voyagé en zone impaludée ne peut plus donner son sang pendant plusieurs mois.
De nombreuses espèces d'Anophèles peuvent servir de vecteurs aux parasites du paludisme. Ce sont les moustiques femelles qui transmettront le parasite à l'occasion d'un repas sanguin. Ces repas sanguins sont nécessaires à la maturation et à la ponte des œufs. Les Anophèles ont une activité nocturne et piquent donc à partir de 18 heures. Cette carte illustre les aires de répartition des Anophèles. Comme vous voyez, ils sont présents dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. Et en Belgique, on trouve même l'Anophèle atroparvus qui était responsable de la transmission du Plasmodium vivax, ce qu'on appelait la fièvre des polders. Alors, l'homme est naturellement immunisé contre la plupart des souches animales de Plasmodium. Les personnes dont l'antigène sanguin du Phi est doublement négatif sont résistantes contre le Plasmodium vivax, et c'est la raison pour laquelle ce parasite n'est pas présent en Afrique de l'Ouest, où par coévolution, de nombreuses personnes sont homozygotes négatives pour l'antigène de Phi. Il existe une protection relative par les déficits en G6PD, et on sait que la gravité des accès de paludisme est limitée chez les patients hétérozygotes porteurs de l'hémoglobine S. En effet, le risque d'accès est diminué. Cette particularité génétique allonge le délai de réinfection et cela diminue la densité parasitaire sanguine chez les patients asymptomatiques. La thalassémie offre également une certaine résistance à Plasmodium falciparum, et on sait que les personnes qui ont vécu en zone hyperendémique pendant de nombreuses années ont acquis une espèce de tolérance, mais c'est au prix de crises sévères survenant chez les enfants ou chez les femmes enceintes. Voici le tableau reprenant les différentes caractéristiques des parasites que l'on peut retrouver chez l'homme. Les points importants à retenir sont surtout la période d'incubation, qui sera minimum de 8 jours pour le Plasmodium falciparum, mais qui est en général de 12 à 15 jours en fonction du parasite. Les taux de parasitémie atteints peuvent être très élevés en cas d'infection par le Plasmodium falciparum ou par le Plasmodium knowlesi. Enfin, une résistance à la chloroquine est systématique pour le falciparum et est de plus en plus décrite pour le Plasmodium vivax. Le Plasmodium vivax et ovale ont la capacité d'induire des hypnozoïdes qui sont des formes tiessantes responsables de rechutes parfois des années après l'infestation et après la première maladie. Dans les zones hyperendémiques, on décrit des personnes asymptomatiques qui présentent de faibles taux de parasitémie. Ces patients ne sont pas malades et ne doivent pas être traités. Lors de la première infection, ce qu'on appelle la primo-invasion, qui surviendra chez des personnes non immunes après une incubation de 7 à 21 jours, parfois plusieurs mois en fonction du parasite, apparaîtra une fièvre progressivement croissante, puis en plateau ou éventuellement irrégulière avec des pics atteignant jusqu'à 40 degrés. Les patients présentent un malaise général avec des douleurs musculaires, des maux de tête, des douleurs abdominales et éventuellement des troubles digestifs avec nausées, vomissements et diarrhée. En l'absence de traitement, des rémissions et recrudescences de la fièvre vont survenir pendant 8 à 15 jours et les patients vont progressivement développer une splénomégalie et une hépatomégalie. Les accès intermittents qui surviendront ultérieurement seront soit liés à des rechutes pour le Plasmodium malariae, soit à des recrudescences ou des réinvasions pour Plasmodium falciparum, ou éventuellement liés à la présence d'hypnozoïdes de Plasmodium vivax et ovale. Les crises présentent alors une succession de 3 stades, avec d'abord des frissons avec un violent tremblement, une splénomégalie, une chute de la pression. Ce stade dure 1 heure, est suivi par un stade de chaleur où la température est très élevée, et ensuite des sueurs importantes avec une hypothermie et augmentation de la pression pendant 2 à 4 heures. Le rythme des accès surviendra tous les 2 jours, donnant ce qu'on appelle la fièvre tierce pour le Plasmodium vivax ovale et parfois le Plasmodium falciparum, tandis que typiquement la fièvre quarte de Plasmodium malariae donne des rythmes survenant tous les 3 jours. La fièvre pourra disparaître après 8 à 12 accès de fièvre chez des patients présentant une anémie, une asthénie importante.
Voici l'illustration d'une fièvre tierce où la fièvre apparaît le premier jour, le patient est tranquille le deuxième jour et le pic fébrile suivant réapparaîtra au troisième jour. Dans le cadre de la fièvre Quarta Plasmodium malariae, cette fièvre survient au premier jour, puis le patient est tranquille 2 jours et le prochain pic survient au quatrième jour. Lors du paludisme non compliqué, la fièvre prédomine. Il peut y avoir des syndromes aspécifiques lors de la primo-invasion, tels de la tachycardie, tachypnée, des frissons, malaise, fatigue, des sueurs céphalées, de la toux, une anorexie, des troubles digestifs avec nausées, vomissements ou douleurs abdominales, voire de la diarrhée, des arthralgies et des myalgies, faisant que le diagnostic peut errer. Le problème dans le cas du Plasmodium falciparum, mais également du Plasmodium knowlesi, c'est que la crise peut à tout moment évoluer vers une forme compliquée. En résumé, qu'il s'agisse d'une primo-invasion ou d'accès de reviviscence schizogonique précoce ou tardif, avec soit fièvre en plateau, soit fièvre tierce ou quarte bénigne, dans le cas du Plasmodium vivax ovale ou malarié, la symptomatologie est assez reproductible. Dans le cadre du Plasmodium falciparum, après la phase de primo-invasion, peuvent apparaître les accès de reviviscence avec fièvre tierce, mais à tout moment de l'infection peut survenir un accès pernicieux, donc une forme compliquée du paludisme. Après guérison, pour autant que le traitement ait été suffisant, il n'y aura pas de rechute dans le cadre du Plasmodium falciparum, sauf si à l'occasion d'autres piqûres de moustiques, de nouveaux parasites ont été transmis. En cas de paludisme à Plasmodium falciparum, les taux de parasitémie peuvent être parfois très élevés. Il y a de plus des phénomènes de séquestration des parasites dans les capillaires viscéraux faisant sous-estimer le taux de parasitémie. Une recrudescence se verra en cas de traitement insuffisant et des réinfections sont fréquentes en zone endémique. Les accès simples peuvent évoluer à tout moment vers une forme grave. L'incubation est généralement de 7 jours à 2 mois et un tableau de type gastroentérite fébrile peut apparaître ou même d'hépatite lors de la primo-invasion, ce qui fausse les pistes diagnostiques. En cas de recrudescence ou de réinvasion, à ce moment-là, la fièvre pourrait être tierce ou irrégulière. En cas de traitement adéquat et suffisamment rapide, le pronostic est bon. Le paludisme compliqué est une urgence médicale, c'est l'évolution inéluctable d'un accès simple chez un sujet non humain s'il n'est pas traité. L'accès simple peut à tout moment évoluer vers une forme grave. Les complications peuvent parfois être infectieuses avec des bactériémies que l'on appellera alors malaria algide. Les sujets à risque de complications sont les enfants en zone endémique, les femmes enceintes, les voyageurs et les expatriés, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies coexistantes, les sujets retournant en zone d'endémie qui ont perdu leur prémunition, les patients splénectomisés, le délai thérapeutique, la sévérité de la pathologie à l'admission et l'absence de prophylaxie sont autant de facteurs de risque. L'OMS a décrit des critères définissant l'accès de paludisme compliqué. Ces critères sont du bon sens clinique. En cas de forme neurologique avec un coma, en cas de crise convulsive généralisée, d'anémie grave, d'insuffisance rénale, d'œdème pulmonaire, d'hypoglycémie, de collapsus circulatoire, d'hémorragie diffuse avec CIVD, d'hémoglobinurie massive ou d'acidose sanguine, on parlera de paludisme compliqué. D'autres manifestations ne suffisent pas à définir un accès compliqué, mais elles sont des marqueurs de mauvais pronostic. Il s'agit d'un état d'obnubilation ou de prostration, de parasitémie élevée, d'un ictère, d'une hyperthermie ou d'une hypothermie. Le paludisme grave s'accompagnera de complications neurologiques. Ça ressemble à un tableau d'encéphalopathie métabolique. Il faudra faire une ponction lombaire pour exclure une méningite et le pronostic sera proportionnel à la profondeur du coma. L'œdème pulmonaire est non cardiogénique de type RDS, mais il pourrait être iatrogène en cas de surcharge vasculaire. L'insuffisance rénale est une cause majeure de mortalité en zone endémique où la dialyse n'est pas disponible. Il s'agit d'une nécrose tubulaire aiguë ischémique dans les cas sévères, accompagnée d'oligurie ou d'anurie. Les hypoglycémies peuvent être liées aux parasites ou à un hyperinsulinisme induit par la quinine. Évidemment, ces complications peuvent être intriquées.
ainsi que l'hémolyse importante, la libération de certaines substances, l'élévation du TNF, l'adhérence des hématies parasitées à l'endothélium et la formation de rosettes aboutiront à des phénomènes d'anoxie anémique, d'anoxie cytotoxique et d'anoxie circulatoire, avec finalement atteinte d'organes, qu'il s'agisse du cerveau, des reins, du poumon ou du foie. Voici l'illustration anatomopathologique et vue au microscope de lésions cérébrales dans le cadre d'un neuropaludisme. La fièvre bilieuse hémoglobinurique est une entité rare, accompagnée de fièvre d'apparition brutale avec des urines porto et un ictère. Les patients développent une hémolyse aiguë avec anémie, hémoglobinurie, éventuellement état de choc et insuffisance rénale aiguë. Ceci concerne des personnes vivant en zone d'endémie depuis plus de 2 ans, infestées de longue date et prenant de nombreuses cures d'antipaludéa chaque année. Il s'agit d'une double sensibilisation des hématies aux parasites et aux traitements. Et chez ces patients, il est par ailleurs contre-indiqué d'administrer de la quinine, de l'allophantrine ou de la méfloquine. Plasmodium vivax, lui, est responsable d'accès fébriles habituellement sans gravité. L'incubation est de 12 à 21 jours, mais elle peut être plus longue jusqu'à 6 à 9 mois. Les rechutes sont fréquentes et le rythme est variable selon les souches. Il donnera une fièvre tierce et la pathologie dure rarement plus de 2 semaines. Des cas exceptionnels d'ARDS ont été décrits. Plasmodium ovale a une incubation également de 15 jours à plusieurs mois. La primo-invasion est souvent fruste et ignorée, voire absente. Cela donnera un tableau de fièvre tierce et les récurrences sont rares mais peuvent être très tardives jusqu'à 5 à 7 ans après l'infestation. Concernant Plasmodium malariae, la primo-invasion est souvent fruste et ignorée, voire absente. Les patients présentent une parasitémie érythrocytaire basse infraclinique pendant 20 à 30 ans et des crises surviendront lors de traumatismes ou d'autres infections, donnant alors un tableau de fièvre quarte. Une complication connue est la néphropathie quartane avec syndrome néphrotique. En résumé, Plasmodium vivax malariae et ovale rendent bien malade mais habituellement ne tuent pas, tandis que le Plasmodium falciparum peut être responsable d'accès pernicieux, gravissimes et mortels. Alors, un 5e parasite a été décrit comme responsable de pathologies humaines récemment. Il s'agit d'un parasite des singes de l'Ancien Monde, de grands macaques, c'est Plasmodium knowlesi. Sa morphologie est identique à celle de Plasmodium malariae, raison pour laquelle il a certainement été négligé et confondu pendant de nombreuses années. Des cas ont été décrits en Asie du Sud-Est avec des crises potentiellement sévères, hyperparasitaires, qui sont expliquées par un cycle de réplication asexuée excessivement rapide de 24 heures. Ce parasite est bien heureusement sensible à la chloroquine et est diagnostiqué par PCR. Au niveau biologique, les crises de paludisme sont caractérisées par une anémie hémolytique avec chute de l'hémoglobine, chute de l'aptoglobine dont la clairance hépatique est accrue, augmentation des LDH, augmentation des bilirubines indirectes. On constate généralement une thrombopénie, une petite élévation des transaminases et un grand syndrome inflammatoire. Une hypergammaglobulinémie polyclonale est constatée, ainsi que les éventuelles autres complications biologiques de la crise de paludisme. Alors, la détermination de la parasitémie est importante pour le pronostic et pour certaines décisions thérapeutiques. Il faut savoir que la séquestration capillaire peut sous-estimer la parasitémie sanguine. La parasitémie est considérée importante si plus de 5% des érythrocytes sont parasités, ce qui correspond à plus de 250 000 parasites par microlitre. En cas de suspicion de paludisme et absence de parasitémie, il ne faut pas hésiter à contrôler la goutte épaisse toutes les 6 à 12 heures pendant 48 heures. Des personnes semi-immunes peuvent tolérer une parasitémie basse sans symptômes. Le diagnostic de paludisme est donc urgent. Il sera fait par la réalisation d'un frottis sanguin d'une goutte épaisse ou de tests détectant des antigènes circulants. La sérologie, elle, a plutôt un intérêt rétrospectif et les techniques de PCR ne sont pas réalisées en routine. Le frottis sanguin consiste à déposer une goutte de sang et à l'étaler
sur la lame. Ensuite, une coloration sera réalisée. Il s'agit d'une couche monocellulaire d'érythrocytes permettant une bonne visualisation des parasites et un bon examen morphologique après coloration au Giemsa. Concernant la goutte épaisse, la goutte de sang sera défibrinogénisée en tournant, ce qui aboutira à la formation d'une couche pluricellulaire de globules rouges. Cette couche étant plus épaisse, il est difficile de lire au travers, tandis qu'on pourra lire aisément un texte au travers d'un frottis sanguin. L'intérêt de la goutte épaisse, c'est qu'il permet de concentrer les parasites 10 à 25 fois, ce qui en augmente fortement la sensibilité, mais les images sont moins nettes et le diagnostic d'espèce est plus difficile. Des tests antigéniques sont disponibles, ils contiennent un témoin positif. Ils permettent de rechercher soit un antigène commun à tous les parasites, soit l'antigène du Plasmodium vivax ou du Plasmodium falciparum avec de bonnes sensibilités. Il s'agit d'un test rapide disponible dans la plupart des laboratoires. La sérologie permet un diagnostic rétrospectif et parfois un diagnostic d'espèce en fonction du titre le plus élevé d'anticorps. La PCR, elle, n'est pas réalisée en routine, mais à un seuil de détection très bas est surtout utile lorsqu'on suspecte une co-infection par 2 parasites différents. Le diagnostic est donc urgent. Le gold standard est la réalisation de la goutte épaisse et du frottis mince qui permettent un diagnostic d'espèce. Un diagnostic est quantitatif avec détermination du taux de parasitémie, avec un résultat rendu dans l'heure, en tout cas pour le frottis. La détection d'antigènes permet éventuellement d'apprécier l'espèce, mais il s'agit d'un résultat qualitatif qui, quant à lui, sera très rapide. La biologie moléculaire ne sera pas réalisée en urgence, elle permettra l'identification du parasite, surtout en cas de co-infection. Au niveau des antiparasitaires, il existe des molécules qui détruisent le stade sanguin du parasite. Il s'agit des schizonticides sanguins qui seront utilisés à visée curative ou préventive. Les schizonticides tissulaires, eux, agissent au niveau du foie. Ils peuvent être curatifs comme la malarone ou éventuellement préventifs. Il existe différentes classes de molécules antipaludéennes. Il y a les quinolines, parmi lesquelles la chloroquine, mais qui n'est plus commercialisée, la quinine, la mefloquine et la primaquine. Des antifolates existent, dont fait partie le proguanil inclus dans la malarone, et il y a également des dérivés de l'artémisinine qui sont disponibles. Certains antibiotiques tels la doxycycline et la clindamycine ont également des activités antiparasitaires. En Belgique, on dispose de la malarone et de ses génériques qui seront utilisés en thérapeutique ou en préventif. En thérapeutique, comme dérivé de l'artémisinine, on dispose de l'eurartésine, qui est l'association de pipéraquine avec arténimol, et du Riamet, qui est l'association artéméter-luméfantrine. Le problème est que ces 2 dernières substances peuvent être responsables d'un allongement du QT avec un risque de torsade de pointe. Il faudra donc toujours être prudent et idéalement réaliser un électrocardiogramme avant leur utilisation. La posologie du Riamet est particulièrement compliquée, en ce sens qu'il faudra prendre 4 comprimés en une fois, puis après 8 heures, 24 heures, 36 heures, 48 et 60 heures, avec un peu de nourriture. Le médicament miracle qui a fortement amélioré la survie en cas de paludisme sévère est l'artésunate. Ce produit n'est pas fabriqué en Europe et est donc importé de Chine par une firme hollandaise. C'est un médicament orphelin. Le problème étant que la firme qui le fabrique ne répond pas aux exigences de bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique. Ce traitement est recommandé pour les crises sévères par l'OMS. De nombreuses études en ont montré l'efficacité. Il a l'avantage de ne pas être adapté en cas d'insuffisance rénale aiguë ou d'insuffisance hépatocellulaire et il n'induit pas d'allongement du QT. Ce
traitement est disponible dans les grands centres et peut être prêté à d'autres hôpitaux en cas de nécessité. Il peut être administré chez les femmes enceintes au second et troisième trimestre. C'est un traitement relativement cher et qui bénéficie de remboursement dans des conditions assez strictes. Son effet secondaire majeur est l'apparition de crises d'hémolyse 10 à 15 jours après son utilisation, justifiant un suivi hématologique chez les patients traités par Malasef. Ainsi que l'artésunate sera utilisé en cas de parasitémie excessivement élevée, à plus de 10%, ou si on a 3 critères de malaria sévère ou de défaillance d'organes, ou en cas de malaria cérébrale, même si on a moins de critères, ou en cas de nécessité d'un traitement intraveineux si le patient présente une contre-indication ou une intolérance à la quinine intraveineuse. Voici l'algorithme que nous avons établi pour le service des urgences au Sartinement. En cas de suspicion de paludisme, on réalisera un frottis sanguin, une goutte épaisse et le test antigénique. Si le résultat n'est pas positif, il faudra rechercher une autre cause de température et si le degré de suspicion reste élevé, on reprélèvera une goutte épaisse après 12 à 24 heures. En cas de résultat positif, il faudra déterminer l'espèce du parasite. S'il s'agit d'un Plasmodium vivax ovalé ou malarié, la décision sera prise en fonction de troubles digestifs. Si le patient n'a pas de vomissement, le traitement oral par nivaquine ou par une alternative comme la malarone sera instauré. En cas de troubles digestifs, il faudra utiliser un traitement par voie intraveineuse et sous monitoring, le patient pourra bénéficier d'un traitement par quinine intraveineuse. En cas de Plasmodium falciparum ou si l'espèce n'a pas pu être déterminée, il faut considérer comme potentiellement Plasmodium falciparum compte tenu de la résistance à la chloroquine et d'une potentielle gravité. Si le patient a des critères de gravité, il sera admis aux soins intensifs où il sera traité par artésunate ou par quinine selon l'avis de l'infectiologue. En l'absence de gravité, si le patient a des vomissements, il devra être traité par voie intraveineuse, a priori par de la quinine. Et en l'absence de troubles digestifs, le patient sera traité par de l'eurartésine, du Riamètre ou de la malarone en second choix. Le suivi est important chez ces patients. Il faut savoir que la parasitémie augmentera pendant les 12 à 24 premières heures après le début du traitement, car ce traitement n'empêchera pas la rupture des schizontes avec la libération sanguine de mérozoïtes. Par contre, une augmentation de la parasitémie dans les 36 à 48 heures après le début du traitement signera un échec thérapeutique. La parasitémie devra être suivie quotidiennement jusqu'à sa disparition. La présence de gamétocytes est tout à fait banale et n'est pas prévenue par un traitement efficace. En cas d'échec thérapeutique pour un Plasmodium falciparum, une récurrence peut survenir dans le mois après le traitement, raison pour laquelle on doit contrôler la goutte épaisse après 7 jours et 28 jours. Pour le Plasmodium vivax et ovalé, dès qu'on a la confirmation de l'absence d'un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, on peut alors administrer pendant 15 jours une cure de primaquine à raison de 30 mg par jour afin d'éradiquer les hypnozoïtes. En cas d'infection à Plasmodium falciparum et ou d'utilisation de quinine, il faudra perfuser du glucosé compte tenu du risque d'hypoglycémie. La prise en charge d'un paludisme grave n'est pas aisée parce qu'il faut éviter une surhydratation qui peut être responsable d'un œdème pulmonaire aigu, mais éviter une déshydratation qui est un facteur de risque d'insuffisance rénale aiguë. Il faudra préférer l'utilisation des amines vasoactives à la place d'un remplissage manu militari en cas de choc. Il semble que l'hémofiltration continue véno-veineuse soit préférable à la dialyse, dans la mesure où le tableau peut ressembler à une surinfection bactérienne. Il faudra faire des prélèvements bactériologiques, des hémocultures et éventuellement administrer un antibiotique en cas de doute. On ne réalise plus d'exchange transfusion chez ces patients car on n'a pas prouvé d'efficacité de ces différentes techniques. Voici une méta-analyse récente montrant l'absence d'intérêt de ces techniques excessivement lourdes qui consistaient à faire une saignée et à transfuser du sang frais. La prévention du paludisme est un volet important pour les personnes se rendant en zone endémique. Elle reposera sur 3 axes: la prévention des piqûres de moustiques, la prise d'une chimioprophylaxie
et en cas d'absence de chimioprophylaxie, la possibilité d'avoir un traitement de réserve. Pour les anophèles femelles piquent entre le coucher et le lever du soleil, on conseille l'utilisation de vêtements couvrants et l'utilisation d'insectifuges, le plus étudié étant le diéthyltoluamide. Maintenant, la picaridine ou l'IR3535 sont également efficaces. La concentration du produit influencera la durée d'efficacité du produit et on conseille l'utilisation en général de DIT à 50%. L'utilisation d'une moustiquaire est indispensable et elle pourra être imprégnée d'un insecticide tel la permétrine. Les diffuseurs électriques pourront être utilisés si la pièce est hermétique et en cas de nécessité, on pourra sprayer sur les surfaces de la pièce avec des insecticides contre insectes rampants. Les insecticides contre insectes volants n'ayant aucune rémanence seront nettement moins efficaces. Différents modèles de moustiquaires sont disponibles pour des moustiquaires une personne, deux personnes ou adaptés à la forme de la pièce. Voici une carte reprenant les différentes mesures de prévention contre le paludisme qui seront proposées en fonction des régions visitées. Ceci dépendra du type de parasite et de son éventuelle résistance à la chloroquine. Comme vous le voyez en Afrique, qui sont des régions à très haut risque, outre les mesures de prévention contre la piqûre de moustiques, la prise d'une prophylaxie est indispensable, sauf dans le cadre de séjours très prolongés. Aucune prophylaxie n'est efficace à 100% et la durée adéquate est très importante dans le cadre de la prise de cette chimioprophylaxie. En cas de voyage en zone A, c'est-à-dire en zone où il n'y a pas de falciparum ou s'il est présent, il reste sensible à la chloroquine, on utilisera essentiellement la malarone à débuter la veille du départ et à poursuivre une semaine après le retour au domicile. En effet, la chloroquine n'est plus commercialisée et on peut éventuellement utiliser le plaquenil à la place. En zone C, c'est-à-dire en zone de résistance du Plasmodium falciparum à la chloroquine, on utilisera la malarone, éventuellement le lariam, mais celui-ci a des effets neuropsychiatriques assez importants et il faut réaliser un test de tolérance avant son administration et respecter les contre-indications psychiatriques ou de type arythmique et QT long. La doxycycline pourrait être utilisée en prophylaxie, mais comme tout antibiotique, elle a l'inconvénient d'une part de perturber la flore, d'avoir un éventuel impact sur les germes résistants et surtout elle peut sensibiliser la peau au soleil. Vous le voyez, le lariam ne sera plus utilisé en Asie du Sud-Est compte tenu des nombreuses régions où ce produit n'est plus efficace. En cas de séjour prolongé ou de voyage compliqué avec le passage dans des zones à risque ou sans risque, on peut envisager l'utilisation d'un traitement de réserve. Celui-ci sera utilisé uniquement si une aide médicale n'est pas disponible en déant les 24 heures. Le patient présentant de la fièvre prendra donc un traitement curatif sans être certain du diagnostic, mais il devra quand même consulter pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté d'un autre diagnostic. Les médicaments utilisés seront le Riamet, le Rartésime ou la malarone en respectant les contre-indications et les précautions d'usage. Pour certaines destinations en Amérique centrale ou en Asie du Sud-Est, compte tenu d'un risque excessivement faible d'acquisition du paludisme, certaines recommandations préconisent les mesures de protection optimales contre la piqûre de moustiques et proposent aux voyageurs qui se rendent dans ces régions d'avoir un traitement de réserve. Par contre, pour des zones à haut risque comme certaines régions de l'Amazonie ou l'Afrique subsaharienne, la prophylaxie reste de mise. Comme vous le savez, les dérivés de l'artéméter proviennent de l'Artemisia annua, qui est une armoise et c'est une plante qui était utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise comme antipyrétique. Il ne s'agit pas d'un antipyrétique mais d'un antipaludéen et en soignant des crises de paludisme, la fièvre disparaissait. Les infusions, donc les tisanes d'Artemisia annua, ne sont pas recommandées par l'OMS ni par l'Institut de médecine tropicale. Il n'y a encore aucune étude
publiée répondant aux critères OMS corrects. Il n'y a pas de standardisation, qu'il s'agisse dans la façon de la cultiver, de la préparer ou de l'administrer. On ignore ce qui pourrait être actif. En effet, Artemisia afra, qui ne contient pas d'artémisinine, aurait les mêmes propriétés. Donc c'est une utilisation qui est formellement déconseillée en l'absence de données probantes. Il n'y a pas de vaccin commercialisé actuellement disponible. Le Mosquirix de chez GSK a été étudié dans certaines régions d'Afrique et il semble réduire de 27% les crises de paludisme chez les enfants. Ceci est intéressant d'un point de vue de la santé publique, mais pas d'un point de vue individuel. D'autres vaccins sont toujours à l'étude. Des molécules sont malgré tout prometteuses, telle la tafénoquine, qui peut être utilisée en prophylaxie à raison d'une administration par semaine compte tenu de sa longue demi-vie. Elle permet également l'éradication des hypnozoïdes du Plasmodium vivax. Plusieurs méthodes de lutte antivectorielle ont été utilisées dans certaines régions, telles la dissémination dans l'environnement d'anophèles transgéniques incapables d'être réceptifs aux parasites. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.